Je vous dis déjà bonsoir à toutes et à tous qui est en train d'arriver et d'atterrir tout simplement sur cette page d'accueil, de vous connecter à l'audio, certainement. On va de toute façon laisser tout le monde arriver, prendre ses marques tranquillement et je pense qu'on va prendre 2-3 minutes histoire de vous accueillir. Hop, je vous laisse ce premier sondage déjà, en espérant que vous allez bien en cette fin de journée. Rapidement, quand même, je me présente moi et ensuite, quand on lancera officiellement, je laisserai tout le monde se présenter un petit peu aussi. Mais du coup, je suis Aline et je suis de l'équipe Ecologica. Je vais animer ce temps, surtout pour laisser la parole à tout le monde. Alors, on a des intervenants, donc on a une majorité masculine, on va dire. On a bien conscience que, du coup, pour les prochains webinaires, on a envie de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de parité dans l'échange. Là, les intervenants nous semblaient pertinents au vu du sujet. Et du coup, c'est des choses auxquelles on fera aussi attention parce que c'est un enjeu qui nous semble important à prendre en compte. Et du coup, je vois que vous êtes plutôt dans une forme correcte. Donc, c'est chouette. J'espère que cet échange vous plaira. Je vous présente Liam par la même occasion, qui sera un des compagnons de ce webinaire, parce que c'est inévitable, il fallait qu'il vienne par ici. Voilà. Euh, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous avez différents outils si vous voulez interagir avec nous. Vous avez bien sûr le chat, mais vous avez aussi un outil de questions-réponses donc, qui s'affiche. Normalement, vous devez avoir accès à ça en bas sur la barre des différentes options et fonctionnalités. Et du coup, vous pouvez poser des questions, vous pouvez voir les questions s'afficher et aussi voter à celles qui vous semblent intéressantes. Selon l'échange et comment ça se déroule, on fera en sorte d'y répondre soit au fur et à mesure, sinon on prendra vraiment un temps à la fin pour voilà, se concentrer sur les questions de tout le monde et pouvoir faire interagir de façon plus directe comme ça avec vous. Et, euh, et voilà. Et du coup, petit à petit, bah, à la limite, je vous propose, si vous êtes tous prêts et opérationnels, de commencer tranquillement le tour des présentations. Hop, le chat semble désactivé. Ah, déjà merci Charlotte de nous signaler ça. Euh, c'est possible. Alors du coup, je trouve ça étonnant parce que... Alors attendez, je tente. Peut-être que nous, on peut vous écrire sur le chat et que... J'y ai effectivement pas accès non plus, apparemment. J'y avais accès tout à l'heure, pourtant, c'est bizarre. Moi, il est toujours ouvert, mais je peux que Alors, plus écrire effectivement aux personnes qui sont référentes sur hop, la présentation. j'ai fait un test en envoyant un message à tout le monde. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais effectivement, sinon, n'hésitez pas à passer par l'outil de questions-réponses du coup. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on a vos messages. Et du coup, oui, voilà, je me suis présentée. Bah, test, visiblement, Gaëtan, de ton côté, ça fonctionne aussi. Moi, j'ai vu pour tout le monde. Peut-être que c'est les panélistes, puisque nous sommes sur Zoom, nous sommes panélistes. Nous contrôlons les panels. Voilà, et je vais m'interrompre ici avant de continuer. Et je te laisse la parole, Franck. Comme ça, on va pouvoir tous et toutes se présenter. Très bien, eh ben, merci beaucoup Aline. Et donc Franck Janin, je suis co-directeur d'Ecologica, donc l'école de la transition résiliente, désirable et solidaire qui est située à Lyon. Voilà pour ma part. Et du coup, je peux passer peut-être la main à Floyd. Ouais, et ben merci Franck. Donc Floyd Novak, je suis également co-directeur d'Ecologica avec Franck, et puis par ailleurs élu à la métropole de Lyon et à la mairie de Villeurbanne, et enseignant en écologie politique initialement. Fabien, peut-être? Ouais, donc Fabien Sécher, moi je suis porte-parole de Jobs That Make Sense, la plateforme d'emploi à impact positif. Et Gaëtan. Et du coup, moi, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je suis Gaëtan Gabriel, je suis l'heureux et joyeux parrain de l'école écologique depuis une petite année maintenant. Et voilà, j'essaie de propager la bonne parole à travers les réseaux et plus aussi dans la vraie vie. Voilà. Super, bah merci à tous pour cette petite présentation et du coup bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Du coup, la première question que je voulais vous poser, c'était un petit peu reprendre votre parcours et différents éléments, s'il y a des choses à partager par rapport à tout ce qui est sujet en fait de la transition écologique et sociale, par rapport aux enjeux
on parle de plus en plus, bien heureusement, mais qui sont présents depuis des années. Est-ce que dans votre parcours, dans vos questionnements personnels, il y a eu des choses qui vous ont marqué? Je sais que Gaëtan, tu m'avais dit la première fois qu'on avait parlé de ce webinaire que c'était pas forcément des sujets au tout début, en tout cas, qui étaient là et que ça avait pas mal évolué. Je sais que Fabien aussi, tu partageais, il me semble que j'ai eu ça sur LinkedIn, le fait que en parlant de ta timidité et que parler et aborder ces sujets-là, ça faisait en sorte que c'était tout de suite beaucoup plus simple puisque c'était des choses qui t'animaient. Donc voilà, Gaëtan, si jamais tu veux nous partager un petit peu ton témoignage par rapport à ce sujet-là. Ouais, grave. Alors, mon parcours, c'est parcours un peu classique. J'ai fait un master communication. J'ai fini par, en gros, j'ai fait toutes mes études en communication. J'ai fini en communication, M2 communication humanitaire. Donc, j'ai d'abord travaillé pour des ONG, genre Médecins sans frontières ou Handicap International. Et de plus en plus, je me suis spécialisé par rapport à un métier qui était un peu en vogue à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, le métier de community manager. Et du coup, en fait, j'ai été là où il y avait du taf et j'ai travaillé pas mal dans les médias. Et de fil en aiguille, moi, j'en ai fait un peu ma transition professionnelle maintenant, là où j'ai quitté mon taf aujourd'hui. Et donc, je fais maintenant. Et en fait, toute l'expérience accumulée pendant 10 ans de community manager dans plein de médias différents et dans plein de d'ONG, d'ASSO, en fait, maintenant, je sais utiliser les codes et les codes Instagram ou les codes des réseaux sociaux en particulier pour pouvoir les transformer et créer du contenu aussi pour que ça fonctionne et pour que le message passe bien aussi. Donc voilà un peu mon parcours à moi de mon côté. Ok, super, merci beaucoup. Et de mon côté, moi, j'ai fait pareil, un peu la classique, une école de commerce, alors plus marketing, donc c'est très proche, marketing, communication. Et j'ai commencé dans des boîtes plutôt classiques, notamment SFR. J'ai bossé pendant très longtemps chez SFR. Et j'ai toujours eu, je pense qu'on a tous quelque part un besoin de sens, un besoin d'avoir un impact. Et moi, j'y répondais en fait en faisant de la politique à côté. Et puis, au bout de 7 ans chez SFR, je me suis rendu compte que ce que je faisais le week-end en politique, ben, en fait, je le détricotais la semaine au travail. Et du coup, j'avais cette espèce de dissonance qui s'installait. Et je me suis dit, comment je peux sortir de ça? Donc, j'ai décidé de partir de SFR. Et en fait, la transition, moi, je ne parle pas trop de reconversion parce que je fais toujours du marketing, mais ma transition professionnelle, elle a duré quasi 10 ans de tests, de petites structures, de bah, tiens, je vais créer ma boîte, de je vais rejoindre une structure qui est adossée à un grand groupe, mais qui essaye d'avoir un impact positif pour au final arriver dans une association, donc Make Sense. Et du coup, j'ai pas eu forcément de déclic. La seule chose, c'est que chez SFR, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas aligné. Je me suis dit, bah, si je me pose cette question et si je me dis que j'ai un manque d'alignement, il faut que j'y réponde parce que ça va pas aller en s'améliorant. Et c'est là où j'ai tâtonné. Et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment qu'il n'y a pas forcément du 0 au 1. Il y a une zone grise et l'idée, c'est de trouver un petit peu au fur et à mesure comment on trouve sa place dans cet écosystème-là. Ouais, c'est des choses en plus, Gaëtan aussi, tu parlais du fait qu'il n'y avait pas forcément de déclic. Je me souviens quand on s'était vu et que c'était toute une progression. Ah ouais, grave. En fait, moi, j'ai eu cette chance-là de, en fait, j'ai travaillé pour des gros médias du genre, j'étais CM à C'est à vous, au Grand Journal, pendant pas mal d'années. Donc, en fait, j'avais cette chance de pouvoir rencontrer directement des gens, qui étaient invités, des scientifiques, des journalistes spécialisés pour parler de ces sujets-là. Et c'était pas du tout des sujets qui étaient mis en avant. Je parle du climat à ce moment-là, ou en tout cas, c'était très mal fait. Mais quand même, et justement, moi, j'ai pas eu ce déclic, mais c'était vraiment un travail, enfin, ouais, qui s'est fait sur plutôt le long terme, moyen long terme, de construction et de prise de conscience aussi. Et pour l'anecdote, en fait, moi, un de mes derniers tafs, donc c'était c'était un site en ligne d'information. Et j'étais CM là-bas. Et quand je vais voir mon boss, donc ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, ouais, plus de 2 ans maintenant. Donc c'était hier, quoi. Et quand je vais voir mon boss, est-ce que moi, à ce moment-là, j'étais à fond et je voulais parler du climat, je voulais donner des chiffres, je voulais donner de l'information pour que le plus de personnes possible puissent y accéder. Mm. On parlera après du pouvoir de l'information.
Et mon boss se retourne et il me fait bah non, Gaëtan, on va pas embaucher un journaliste pour parler de climat, ça fait pas assez de clics. Hmm. Et puis il s'est retourné, et puis il est parti boire son café dans son bureau, quoi. Et là, je fais quoi? Et donc c'est à ce moment-là, moi, que j'ai créé mon compte, que j'ai créé mon compte à moi, et que je suis parti en fait de cette boîte. Il m'a fallu 2 mois, le temps de, il faut 2 mois quoi pour partir. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu mon aventure de mon côté via mon compte. Et j'ai eu extrêmement de chance aussi parce que je me suis fait repérer par le Média Vert qui voulait que je crée aussi du contenu pour eux. Et, mais c'est pas facile de quitter son taf parce que ça reste un travail quand même. C'est dur, c'est compliqué de faire sa transition en même temps écolo et en même temps professionnel. Parce que parfois on peut être dans un bullshit job, ou parfois on se dit que ça n'a pas de sens, parfois on se dit que il y a une dissonance cognitive en fait qui se crée entre ce qu'on aimerait bien faire et mettre à profit ses compétences pour quelque chose de meilleur, mais c'est pas facile. C'est pas Mhm. facile parce que ça reste un travail et on est dans un système aujourd'hui où tu dois payer tes factures, tu dois payer ton loyer, tu dois faire tes courses, machin, bla. Et ouais, et donc, moi, c'est ce que j'ai déjà dit à Floyd il y a pas mal de. Enfin, quand on s'est rencontrés, c'est que putain, j'aurais adoré qu'il y ait des formations comme ça quand j'ai commencé, moi, il y a 10 ans. Juste, même si j'avais pas fait moi ma transition écologique à ce moment-là, mais juste de voir ça, que Mhm. c'est possible d'y accéder, ça m'aurait peut-être ouvert, peut-être pas plus de portes, mais en tout cas, ça m'aurait ouvert un champ que j'aurais pas forcément vu avant, quoi. Oui, bah, là, c'est vrai que du coup, ce que tu dis par rapport à la difficulté de changer et autres, bah, Franck, Mm. forcément, je pense à ton parcours aussi. Mm. Donc, je te laisse. Ouais, ouais, bien sûr. Et ben, ouais, c'est vrai que ça me parle beaucoup, du coup, ce que tu dis, Gaëtan, sur le fait que tu as un métier, tu es entre guillemets sur des rails un petit peu, et c'est confortable et c'est inconfortable et difficile de sortir de ce chemin tout tracé. Du coup, effectivement, moi, mon parcours à la base, je suis ingénieur mécanicien, donc j'ai travaillé pendant près de 9 ans dans l'industrie, dans un bureau d'études. Voilà, je faisais de la conception de machines spéciales pour fabriquer des pièces en caoutchouc, grosso modo. Et, euh, et en fait, il y a eu un moment, pour différentes raisons, où j'ai fait un peu un burn-out. Burn-out dit dépression, et du coup, ça m'a amené à faire une grosse remise en question existentielle, hein. C'est quoi finalement ma vie? C'est quoi le rapport au travail? Et puis, du coup, quand on se pose des questions, on creuse, on cherche. Et puis, déjà, j'avais entendu parler des enjeux environnementaux, mais j'étais pas plus sensibilisé que ça. Et à force de creuser, en fait, je me rendais compte du désastre. Alors, en fait, je me disais, bon, ok, du coup, je passe mon temps professionnel, qui est la majeure partie de ma vie sur Terre, à alimenter avec mon cerveau quelque chose qui est plus destructeur et qui finalement ne crée pas la société qui serait celle dans laquelle je crois en fait. Donc, qu'est-ce que je fais là, quoi? J'ai qu'une vie, donc j'ai décidé effectivement de tout quitter pour me dire en fait que je m'autorisais effectivement à faire cette transition, comme tu disais Gaëtan, à la fois professionnelle, c'est quoi le métier que je vais faire, mais du coup aussi sur quoi et pourquoi en fait, à quel sens finalement je vais réussir à adhérer. Et du coup, c'est à cette époque-là où je me suis posé beaucoup de questions que j'ai commencé à m'engager, notamment associativement sur les sujets de transition écologique. C'est là que j'ai rencontré Floyd. Et du coup, maintenant, ça fait bientôt 6 ans du coup qu'on se connaît. Et que du coup, par mes investissements, j'ai refait aussi une formation en parallèle, un master en un an sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises, en me disant, bon, ça me fait toujours quelque chose dans mon CV pour un petit peu faire quelque chose. J'ai fait d'alternance en développement durable dans une entreprise qui somme toute, est tout à fait respectable et malgré tout met des choses en place, mais c'est encore trop à la marge sur certains aspects. Et du coup, c'est de se dire, ok, mais vu l'amplitude, en fait, il faut aller encore plus loin. Et du coup, cette opportunité de fonder Ecologica, de mettre mes compétences d'ingénieur, du coup, en soi, compétences de gestion de projet, de structuration, voilà, malgré tout,
pas mal de choses qu'on peut transposer en termes de compétences et de soft skills. Ça m'a permis du coup d'être vraiment une valeur ajoutée pour la fondation d'Ecologica et pour du coup avoir un métier qui vraiment me dépasse quoi en fait. Et donc je suis vraiment beaucoup de gratitude pour ce parcours qui effectivement n'a pas été facile. Donc je rejoins Gaëtan là-dessus. Voilà pour moi, pour ce parcours-là. Merci beaucoup, Franck. Et du coup, voilà, comme Franck, tu disais que tu avais rencontré Floyd. Ça fait la transition parfaite. Floyd, je te lance la balle. C'est ton tour. Quel talent. Oui, déjà très intéressant de. Enfin, que je connaissais déjà bien sûr, mais d'avoir aussi plus d'infos sur toi Gaëtan et puis sur toi Fabien, surtout puisqu'on on se connaissait pas jusqu'alors. Euh, je vais essayer d'aller assez vite, mais moi je crois pas trop effectivement à la notion de déclic. Voilà, j'ai un environnement social qui fait que j'ai toujours un peu une question sensibilité finalement aux questions environnementales, aux liens, aux connexions au vivant, etc. Néanmoins, j'ai quand même vraiment pris une grosse claque moi, en 2009 en voyant le documentaire Homme de Yann Arthus Bertrand. Alors, ça peut prêter à sourire aujourd'hui ou pas. Voilà, mais vraiment, j'ai souvenir le documentaire se termine. Ça finit en gros en nous disant, et voilà, il nous reste 20 à 30 ans pour changer les choses. Et moi, de regarder autour de moi dans la salle mes collègues de promo et de me dire, mais en fait, on attend quoi pour faire la révolution là? Enfin, il faut bouger, il faut réagir. Il y a pas d'autre priorité finalement que ça. Et donc, une vraie prise de conscience dans les semaines, les mois qui vont suivre, qu'on ne peut pas rester dans ce modèle politique, dans ce modèle économique. Il y a un problème avec ça. Puis une question qui me taraude, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là, quoi? Comment c'est possible finalement qu'on soit au pied du mur comme ça, en tant qu'humanité, en tant que société? Bref. Et voilà, et puis finalement, ça a un petit peu dirigé ma vie par la suite en me disant, s'il n'y a rien de plus important, je vais essayer vraiment de consacrer mon parcours étudiant et professionnel à ce sujet-là. Donc, j'ai repris des études en sciences humaines, puis en sciences politiques. Et puis par ailleurs, dans ma vie, dans les années qui vont suivre, dans la dernière décennie, quoi, en somme, j'ai été confronté, enfin, j'ai réalisé des milliers d'animations hein, auprès de tout type de public, et j'ai été confronté à, du coup toute la complexité de l'enfermement finalement dans lequel on est vis-à-vis d'une société de consommation qui nous oblige en fait à passer par tout un tas de produits, tout un tas de services, et donc à la notion de ce qu'on appelle les besoins artificiels, hein, ces besoins qu'on se construit, mais qui en fait sont imposés par un modèle de société. J'ai aussi été confronté à une réalité politique et partisane, puisque je le disais au début, je suis élu à la métropole de Lyon et à la mairie de Villeurbanne. Donc, aussi le constat de la difficulté qu'on a aussi à faire bouger les lignes dans les collectivités, dans un modèle de capitalisme néolibéral où finalement, il y a une question budgétaire qui se pose tout le temps, il y a une question de la capacité à faire, il y a une question aussi d'acculturation. Et finalement, quand on y regarde en prenant un petit peu de recul, il y a toute la question de la formation. Comment est-ce qu'ont été formés les élus? Comment est-ce qu'ont été formés, peut-être plus important encore, les services, c'est-à-dire les techniciens qui mettent vraiment en œuvre les politiques et qui du coup ont une influence finalement sur ces politiques. Et puis une confrontation aussi à la réalité de ce que c'est que l'enseignement supérieur. J'enseigne depuis 10 ans dans l'enseignement supérieur à Sciences Po Lyon et puis dans des écoles de commerce et d'ingénieurs et puis en fait j'ai pu faire le constat ces dernières années qu'il y avait une vraie reproduction idéologique quelque part euh, concernant la manière dont on forme du coup les élites de demain, même si on dira après il y a une forme de nouveauté, de refus de plus en plus du côté de la jeunesse. Et les questions de transition ne sont pas en reste, puisque même quand on parle de transition écologique dans ces formations-là, la quasi-totalité du temps, c'est une transition écologique qui ne gêne pas la question du capitalisme, la question du modèle de société finalement. Merci beaucoup. Du coup, ça enchaîne un petit peu naturellement en fait avec la question d'après. Vous êtes absolument incroyable. Vous faites ça très très bien. Non, mais du coup, c'était par rapport justement à ces sentiments, enfin, ces envies ou ces besoins, ces constats par rapport au milieu de la formation du coup peut-être dans le supérieur. Je sais qu'au niveau de Jobs aussi, vous adressez des formations sur la plateforme Jobs That Make Sense, etc. Et vous mettez des choses en avant. Est-ce qu'il y a des choses que vous remarquez en termes de besoins ou en tout cas d'envie par rapport à la formation autour des enjeux du coup de la transition écologique et solidaire?
Ouais, ça va dépendre pas mal en termes de besoins, de type de métier dont on parle. Nous, on a tendance à catégoriser entre métiers verts, métiers verdissants et métiers classiques dans des structures à impact. Donc, métier vert, c'est vraiment le cœur des métiers qui transforment les entreprises et la société. Par exemple, un ingénieur en énergie renouvelable, un responsable RSE. Donc, ça demande des compétences vraiment dures avec des formations plutôt longues, hein. C'est des métiers à part entière. Si on est journaliste, devenir ingénieur en énergie renouvelable, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas impossible. Mais c'est de la reconversion professionnelle. Après, tout ce qui est métier verdissant, bah, par exemple, ça va être si vous faites des achats, faire des achats durables. Et ça, c'est des formations un petit peu plus légères. C'est autour de, en général, une semaine à plusieurs mois, mais c'est totalement compatible avec des emplois. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc ces emplois verdissants. Pour avoir des ordres de grandeur, c'est à peu près 4 millions d'emplois en France aujourd'hui, hein. C'est 27% de l'emploi cadre, donc c'est assez énorme. Et c'est pas forcément des formations extrêmement lourdes, mais c'est des compétences spécifiques également. Et après, il y a tous les métiers classiques, hein. Moi, j'en fais un, Gaëtan, toi aussi, en fait. On fait des métiers, tu disais, à l'origine community manager et maintenant chez Vers le média. Bah, c'est le même type de métier appliqué à une cause pour la planète. Et moi, c'est pareil. Je continue à faire du marketing, donc tout ce que j'ai appris à l'école, eh ben, je l'applique, mais pour une association. Et ça, bah, on voit que ce n'est pas des compétences techniques. Par contre, ça nécessite un certain nombre de compétences comportementales en général, et c'est vraiment aussi le gros changement pour moi des métiers dans la transition écologique et solidaire, c'est qu'il faut apprendre à coopérer plutôt qu'être en compétition, à avoir de la gouvernance partagée. Nous, on est en mode de gouvernance horizontale chez Make Sense. Bah, moi, pour venir d'entreprise, notamment SFR, où c'était très pyramidal, bah, j'ai totalement réappris un petit peu la vie du management. Il y a plein de compétences comportementales comme ça, tout ce qui est facilitation, être en posture basse et pas être forcément arrivé en disant moi j'ai le savoir, j'ai le pouvoir et du coup je te l'impose. C'est vraiment des changements de posture qui nécessitent aussi parfois des formations, en tout cas des compétences à développer. En termes d'envie, bah, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, la plupart des étudiants dans les écoles se disent plutôt insatisfaits de la manière dont sont traités les enjeux sociaux et environnementaux. C'était le sens du manifeste pour un réveil écologique. C'est le sens aussi de ce qu'ont dit les étudiants d'AgroParisTech en sortie d'école en appelant à déserter. C'est ce que font les étudiants de Polytechnique quand ils refusent que Total viennent subventionner des travaux de recherche de l'Institut Polytechnique, etc. Donc on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, en tout cas de la part des étudiants, et quand même les écoles qui commencent aussi à bouger, mais très certainement trop lentement sur le sujet. Bah, merci beaucoup, Fabien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une question qui est passée d'ailleurs, parce que du coup, dans les questions, les personnes se posent quels sont les exemples de métiers verdissants. Donc, du coup, Ouais. Bah, par exemple, ça peut être achat durable. Donc, quelqu'un qui fait des achats classiques, eh ben, il peut devenir, par exemple, dans des entreprises, même qui ne sont pas forcément de la transition, hein. Si on prend l'exemple de Decathlon, bah, Decathlon, ils ont des acheteurs durables qui ont essayé de sourcer des matériaux peut-être plus proches, moins polluants, moins consommateurs d'énergie, qui vont faire attention vraiment à la chaîne de valeur amont pour diminuer leur impact. Donc ça peut être dans tout type de structure qui essaye de se transformer, hein. Toutes les structures n'essayent pas, mais tous les métiers en fait qui existent classiques ont leur pendant vert. Aujourd'hui, en termes de compétences et de métiers, ce qui a énormément le vent en poupe en ce moment, c'est sur la finance. Pourquoi? Parce qu'il y a, si vous en avez entendu parler, la CSRD, donc qui est une directive européenne qui va imposer un certain nombre d'indicateurs extra-financiers. Donc ça, il faut se former. Et il y a des besoins de compétences dans les entreprises pour appliquer ces nouvelles réglementations-là. Et marketing, par exemple, va faire du marketing responsable. Ça va être de faire attention aux canaux de diffusion, de ne pas diffuser des messages qui pourraient s'apparenter à du greenwashing, c'est-à-dire ne communiquer que sur ce qu'on fait réellement, attendre que ce soit fait et que ce soit cœur de métier et pas communiquer sur on a renlevé les gobelets plastiques à la cafette, donc c'est génial, on est hyper
on a pris en compte le changement climatique. Typiquement, je sais plus quelle compagnie aérienne c'était qui a fait une pub l'autre jour en disant qu'ils avaient transformé leurs gobelets, qu'il y avait moins de plastique dans leurs gobelets et Tu que l'as du coup, partagé, je crois, Gaëtan, en plus. Ouais, c'était, je sais plus, Qatar Airways. ah ouais, en plus. Ouais. Donc voilà, bah ça typiquement, c'est pas du marketing responsable. Mais oui, donc métier verdissant, en fait, tout type de métier est verdissant aujourd'hui. Ce que je disais, pour les métiers cadres, c'est 27% des métiers cadres. Je crois qu'en tout, ça doit être 15 ou 20% de l'ensemble des métiers. Demain, c'est sûr, ce sera 100% parce que ce soit par la contrainte légale, et tant mieux qu'elle soit là, ou par la contrainte d'autres parties prenantes, les consommateurs, les employés ou demain, qui sait, peut-être les actionnaires, ben, en fait, les entreprises, elles seront obligées de prendre en compte ces besoins-là et du coup, tous les métiers vont se transformer. Et du coup, pour rebondir, merci beaucoup Fabien, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des personnes qui réagissent du coup sur la difficulté à trouver des formations qui vont plus loin que les enjeux RSE, on va dire, voilà, qu'on connaît ou qu'on aborde dans les écoles et les formations plus classiques et qu'on connaît tous, je me répète, pardon. Mais du coup, c'est intéressant de parler de tout ça parce que c'est vrai que tous nos métiers sont amenés à évoluer finalement. Et je voulais savoir, Gaëtan, si toi, tu rencontrais ou tu avais des retours par rapport à tout ça, justement, dans les personnes avec qui tu peux échanger ou par rapport au public que tu as et qui te suit. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est lancé de journalisme de solutions dans les questions-réponses. Voilà. Bah, en fait, moi, dans les personnes que je rencontre, il y en a beaucoup qui. Et je trouve ça hyper intéressant, des personnes qui travaillent genre chez EDF. En ce moment, EDF, c'est un gros problème parce qu'ils vont lancer une centrale hydraulique pour le projet en Arabie Saoudite pour The Line. Mhm. Ce truc énorme dans le désert. J'ai discuté avec des gens de chez Total, hein. J'ai discuté chez des gens du Figaro. J'ai discuté avec des gens dans des entreprises qui sont pas très cool hein, niveau empreinte carbone. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a une conscience qui se crée chez eux aussi. Et eux, et pareil, il y a toujours ce truc de changer les choses de l'intérieur, mais se rendre compte qu'on est bloqué parce qu'il y a la direction, parce qu'il y a des chiffres à faire, parce qu'il y a tout un système qui fait que c'est compliqué ou juste pas possible. Et en tout cas, il y a une volonté de changer. Pour beaucoup de personnes, après, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est difficile de quitter son taf quand tu as une famille, quand tu as un crédit, quand tu as la vie, tout simplement. Mais en tout cas, oui, il y a une réelle volonté. Après, pour aller où, c'est compliqué parce que l'offre et la demande, ben, tu peux vouloir mettre tes compétences ailleurs dans une entreprise ou une ONG, mais s'il n'y a pas d'ouverture de poste, c'est compliqué aussi. Après, j'ai pas le chiffre en tête, mais les chiffres par rapport à la transition écologique qui va grandir et qui va grandir de plus en plus, et parce qu'il y a plein de secteurs qui vont s'ouvrir, que ce soit dans la finance, que ce soit je sais pas, en fait, dans plein de services. Après, moi, de retour perso, moi, c'est une réflexion personnelle que je me fais aussi, et qu'à chaque fois, je vois des pubs incroyables pour des SUV ou des projets faramineux qui coûtent des milliards, et je me dis, mais toute cette énergie dépensée pour nous faire vendre des SUV, si elle pouvait être mise à bon escient pour nous faire vendre des trucs cool pour la planète, ce serait incroyable. Mais non, parce que c'est aujourd'hui vendre des SUV qui rapportent. Et en fait, il faut changer ça. Il faut changer cette perception-là et d'aller vers du meilleur, quoi. Il n'y a que ceux qui se forment maintenant ou qui ont cette prise de conscience actuelle maintenant qui pourront répondre à des besoins qui vont se créer dans quelques mois, dans quelques années, quoi. Donc, Mm. la formation, oui, enfin, c'est hyper important. Ouais, du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu disais aussi sur les chiffres un petit peu et les secteurs, parce Ouais. qu'effectivement, c'est chouette de pouvoir se former, mais aussi de pouvoir mettre ses compétences bah, là où ça nous paraît utile et là où ça a du sens. Et du coup, Floyd, peut-être que tu as plus d'éléments de réponse là-dessus, justement, et liés du coup à cette discussion autour des besoins par rapport à la formation. Ouais, ouais, complètement. Bah, par rapport à ce que j'évoquais précédemment sur à la fois sur la question de l'enseignement supérieur, de la formation, et puis par ailleurs du monde des organisations, on va dire, de la transition écologique et sociale.
et de l'économie sociale et solidaire, qui sont finalement ces organisations qui incarnent le changement de modèle, hein, qui essaient à la fois en interne et à la fois dedans les modalités d'action. De modifier la façon dont on fait société, enfin de passer par exemple d'une économie linéaire à une économie de la fonctionnalité, où on paye en fait la fonction de l'objet et plus simplement le fait d'acheter, jeter, jeter, et donc de reproduire le geste d'achat. Eh bien, il y a une véritable difficulté à recruter pour ces organisations. Alors, on va pas se mentir, des candidats, il y en a plein, hein, c'est vraiment pas la question. Moi, pour avoir créé et pour gérer pas mal d'orgas ces 10 dernières années, on a énormément de candidatures spontanées, on a énormément de candidatures quand il y a une fiche de poste qui apparaît dans ce type d'organisation. La difficulté aujourd'hui, c'est que on a de moins en moins envie dans ce type d'organisation de se contenter de personnes qui viennent de quitter leur poste et qui sont en reconversion simple. Parce qu'on a des besoins, et ça fait bien écho à ce que tu disais Fabien tout à l'heure, on a des besoins de savoir constituer, on a besoin d'une vision qui est assez similaire à celle qu'on peut retrouver dans une organisation qui cherche à changer de modèle. Et on a besoin aussi d'outils de gestion d'équipe, de gouvernance qui sont en adéquation avec cette vision. Et puis les savoirs constitués en rapport finalement avec les enjeux qui sont évoqués par l'orga. Et donc voilà, on a 72% aujourd'hui des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des associations, des ONG qui travaillent dans ces secteurs-là et dans cette logique-là, qui ne parviennent pas facilement et aisément à recruter. Donc c'est significatif, hein, c'est énorme hein, par rapport à des métiers, on va dire, plus traditionnels. Et puis par ailleurs, voilà, si on y regarde de plus près, il y a 15 ans, il n'y avait rien sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a des centaines d'organisations qui ont plusieurs salariés, plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines. Donc le besoin, il est là, il est croissant. On n'est pas seulement sur des métiers techniques, hein, on pense souvent environnement égale ingénieur, mais heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais c'est pas qu'un problème technique, loin de là. On a aussi besoin de nouveaux métiers, bien sûr, mais on a aussi besoin de métiers, voilà, spécifiques qui sont parfois verdissants, mais ou pas. Finalement, des fois, c'est pas la question, mais qui sont dans ces organisations qui incarnent ce changement de modèle. Et puis, je voudrais pas non plus oublier le monde des collectivités, hein. Comment est-ce qu'on transforme les politiques publiques pour transformer finalement les territoires, puisque la notion de territoire, la notion de localité elle se pose là, hein, dans un monde post-pétrole, forcément, il va falloir penser à la manière dont on s'organise collectivement à d'autres échelles, que ce soit sur la question de la démocratie, de la gouvernance, donc, mais aussi sur la question de l'alimentation, de l'énergie, etc. Super, merci. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à explorer. Je vois des réactions aussi, effectivement, que le travail local semble être une des options, en tout cas à prioriser, même si ça ne répondrait pas forcément aux envies de toutes et tous. Je pense que pour les questions, il y en a qui sont très complètes. Je me permettrai peut-être de les poser un peu plus à la fin, histoire qu'on fasse des réponses vraiment dédiées. Là, vous en avez déjà un peu parlé, du coup, tous, mais c'était ce sentiment-là plus orienté jeunesse ou recherche de sens, c'est un sujet et un thème qu'on retrouve depuis quelques années partout. Moi, je sais que pour avoir repris une formation il y a 2 ans, c'était aussi, oui, aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont à la recherche de sens, etc. Et c'est vrai. Mais du coup, je voulais savoir, pareil aussi, dans vos rencontres, est-ce qu'il y a des choses que vous observez en particulier ou je sens un peu de frustration quant à ces envies de trouver justement des formations ou des voies qui conviennent et est-ce qu'il y a des solutions que vous proposez aussi, je fais le parallèle, comme ça je lis un peu les questions que j'avais par la suite. Je ne sais pas si Ouais. Gaëtan, vas-y. Si je peux y aller, en fait, ouais, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour répondre à mon éco-anxiété? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc moi, un des premiers trucs que je dis, c'est souvent, c'est s'informer. Parce que quand on est informé, on peut agir en fonction et en état. S'informer, c'est déjà quand tu veux t'informer, c'est déjà ne plus être dans le déni. Ça, c'est la première étape. S'informer. Après ça, tu t'informes, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux aller manifester, tu peux aller faire de la politique, tu peux donner du temps à une association. Et après, tu peux aussi tenter une transition professionnelle une fois que tout ce travail-là est fait. Et encore une fois, c'est pas un déclic, ça se fait sur le long terme parce que c'est tout un travail personnel qui se fait. Et c'est vrai que quand tu as une école comme ça qui te permet d'avoir une formation pour pouvoir répondre à ton besoin de se sentir utile, mais non seulement pour les autres, mais aussi pour toi, parce qu'il ne faut pas oublier que si on le fait, c'est aussi pour soi, sinon on se perd en fait là-dedans. Donc quand tout ce travail-là est fait,
Mais ça, c'est une réponse incroyable à ça, parce que tu te sens épanoui déjà. Et moi, perso, ce que je fais, moi, je le vois pas du tout comme un travail. Je, c'est pas le fait que tu comptes tes heures ou pas, c'est même pas ça. C'est Hmm. juste, enfin, t'es bien et tu réponds à ton propre besoin, toi, de te sentir utile de pallier à cette éco-anxiété-là, quoi. Donc, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de cocher un peu toutes ces cases, quoi. Ouais, carrément, je rejoins aussi, parce que du coup, je suis dans la communication, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis la communication d'Ecologica, et c'est vrai que ça me permet voilà, de pratiquer ce métier qu'on connaît toutes et tous, plus ou moins, mais pour quelque chose qui me semble vraiment cohérent. Et c'est vrai que diffuser un message avec lequel on est d'accord, c'est drôlement plus sympa. C'est plus facile. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai, même sans, si je peux enchaîner, même sans se dire, moi je fais toujours attention quand on dit j'ai pas l'impression de travailler, même si je comprends Ouais, le point, il faut toujours faire gaffe à ça parce ouais, que ouais. derrière il Oui, il peut y y a quand même avoir un du code du burn-out. travail et tout, quoi. Mais voilà. Et d'ailleurs, là-dessus, sur le sens, euh, il y a l'utilité sociale qui est donc ce dont on parle là, qui est hyper importante dans la question de sens. Et je pense que c'est le point de départ. Et tu disais, Gaëtan, le pour soi, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, bah, dans toutes les causes qu'il y a à défendre, là on parle beaucoup d'environnement, mais il y a aussi toutes les causes sociales, bah, laquelle ou lesquelles, desquelles je suis le plus proche et dans quoi je peux m'engager Mm. professionnellement. Parce que pour chacune des causes, en fait, il y a des débouchés possibles professionnels, hein. Il y a des associations sur toutes les causes, il y a des entreprises qui se mobilisent sur ces causes-là. Donc, c'est possible. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de partir un peu de, ça fait très nombriliste, hein, mais de partir de qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'énerve quand je regarde les infos ou au contraire qui me met en joie quand je vois une actualité. Et du coup, de partir de ça et de se dire, bah, tiens, si je voulais en faire mon métier, qu'est-ce que ça pourrait être? Et les deux autres dimensions du sens qu'il ne faut pas oublier, qui sont à mon avis, je n'aime pas trop mettre en opposition les générations, mais je pense que c'est un énorme besoin là de la jeunesse actuelle aussi. Il y a tout ce qui est l'intérêt pour les missions, hein, c'est-à-dire que aller défendre une cause qui me tient vraiment à cœur, mais faire un métier que je déteste, bah, ça ne va pas marcher. Le troisième point, c'est les conditions de travail. C'est-à-dire, si j'ai besoin de flexibilité, bah, peut-être pas aller vers des structures qui proposent, par exemple, la semaine de 4 jours ou du télétravail total. Enfin, comprendre un petit peu, être au clair sur quelles sont mes conditions de travail qui me vont bien. Dans les conditions de travail, il y a le salaire hein, aussi et de se dire, bah, du coup, partant de là, comment je construis un petit peu mon idéal de métier, même si encore une fois, je déteste parler aussi de job de rêve. Je pense, je crois pas du tout à cette dimension-là. Je pense que c'est des cheminements et puis enfin, un job reste un job, donc il y a toujours des points négatifs dans un travail, mais en tout cas d'essayer de trouver ce qui coche le plus de cases. Et donc, nous, ouais, moi, ce que je vois souvent, je dirais pas que c'est que par rapport à la jeunesse, mais c'est que la quête de sens, bah, de toute façon, elle a toujours été là. Ça, c'est humain de se poser la question du sens, que c'est une quête. Et donc, que c'est pas un truc qui va un matin, on va dire, ça y est, j'ai résolu, c'est bon, j'ai trouvé le sens, c'est fini, fin de l'histoire, je suis dans ma zone de confort, ça n'arrivera pas. Je pense que c'est l'histoire d'une vie. Ça évolue aussi. Et il y a peut-être un déclencheur quand même, même si c'est pas forcément un déclic, mais qui a été hyper important, nous, qu'on observe vraiment, il y a eu un avant et un après, c'est sur les confinements. Quand on a un peu, moi, l'image que j'utilise souvent, c'est cette grenouille qu'on met dans une marmite d'eau froide, là. Mm. Donc, ça, c'était nous au travail. On a fait chauffer la marmite. On commençait à s'ébouillanter, donc c'était nous au travail avant le Covid. Pendant le Covid, pendant les confinements, on nous a sortis de la marmite, soit parce qu'on était en full télétravail, soit parce qu'on était en chômage partiel pour la plupart. Et après le Covid, bah, en fait, on a essayé de se remettre dans le day-to-day du travail. Et ça, là, ça passe plus parce qu'on se rend compte qu'il y avait un certain nombre de points qui n'allaient pas. Et donc, en fait, c'est juste de pouvoir prendre du recul et ça, ça a été assez symptomatique. Et du coup, je pense que c'est un exercice qu'on devrait refaire souvent. Je dis pas qu'il faut retrouver des confinements, hein, mais c'est intéressant de se reprendre du recul et pour se dire, bah, tiens, est-ce que je suis bien là à cet instant dans mon travail?
Oui, tout à fait, je suis assez d'accord. C'était assez fou de voir tout ça. Et du coup, Franck, je te passe la parole par rapport à ce sujet aussi, si tu voulais intervenir. Ouais, bah, je trouve l'image de la grenouille dans la marmite superbe. Parce que vraiment, j'aime beaucoup déjà cette image sur un peu l'inertie, la zone de confort, et on voit pas venir les choses. Et le fait qu'on soit sorti et rentré, effectivement, je trouve que ça, c'est une très belle analogie de ce qui a provoqué chez beaucoup de personnes, bah, quand même, une prise de conscience assez, une prise de recul, quoi, forcée sur sa situation personnelle et sur la situation globale. Donc, ça, clairement. Et pour rebondir aussi sur, rapidement sur ce que disait Gaëtan, sur aussi l'éco-anxiété, moi c'est un peu ça le sentiment que j'ai avec les personnes qui sont plutôt représentatives de la jeunesse, même si c'est pas au premier abord tout de suite que c'est exprimé, mais dès qu'on creuse un petit peu, il y a forcément pas ce désemparement, mais oui, c'est ce truc de bon, enfin, c'est quand même, quand on regarde l'ampleur des fois bah, des récits qui sont faits hein, par l'IPBES, le GIEC, etc. C'est vrai que c'est difficile et pour autant, je suis vraiment impressionné par leur vigueur et leur envie pour la plupart en tout cas de ceux que je rencontre et celles que je rencontre, bah, de se mobiliser. Mais du coup, voilà, il y a cet éco-anxiété parce que c'est pas toujours évident. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue d'Aurélien Barraud en décembre, là, il était invité à la radio pour parler de son dernier livre, l'Hypothèse-K, que je recommande évidemment, où il disait nous sommes des vivants qui n'aimons plus la vie. Et ben, moi, vraiment, je retrouve finalement ça chez ces jeunes-là, c'est qu'en fait, bah, c'est des vivants qui aiment la vie et qui vraiment ont envie de se mettre dans une posture dans leur vie, une posture philosophique, une envie de vivre une vie désirable, respectueuse de la beauté de la nature, de ce qu'on a la chance de vivre sur Terre, quand même, une planète qui littéralement flotte dans l'espace autour d'une étoile qu'on appelle Soleil. C'est toujours assez extraordinaire de s'imaginer que c'est à la fois absurde et à la fois splendide, et qu'ils puissent vraiment eux se saisir de leur vie, en fait, et du coup de trouver du sens. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais, la quête de sens, Fabien. Et du coup, de revenir à un côté plus concret, un côté dans notre travail, dans notre quotidien, comme tu disais, Gaëtan, et de pouvoir, bah, avec des conditions de travail décentes, se sentir épanoui, faire en sorte que les autres se sentent épanouis, et du coup, finalement, bah, se sentir en vie, tout simplement. Super, merci, Voilà. j'adore. Effectivement, à chaque fois, c'est parallèle. Je suis toujours. Euh, je sais pas, j'aime toujours parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de t'entendre t'exprimer sur le sujet Ouais, plusieurs ouais. fois et j'adore parce que c'est très vrai en fait. Je trouve ça très parlant. Et du coup, Floyd, je voulais te proposer éventuellement bah, voilà, de participer et d'enchaîner peut-être avec la question en quoi nous, du coup, concrètement, ici, qui vous avons proposé ce webinaire, on participe à tout ça et qu'est-ce qu'on propose finalement comme solution ou comme moyen pour ces futures générations ou pour les générations actuelles aussi d'ailleurs, pour un futur désirable. Ouais, bah, effectivement, pour faire le lien avec le sujet précédent, je pense qu'il y a vraiment la question des repères, en fait. C'est se donner la capacité collectivement et pour la jeunesse évidemment de pouvoir se repérer, de pas se sentir simplement égaré, frustré, parce qu'il y a quand même vraiment ça qui caractérise notre époque du point de vue de ce qu'on peut qualifier parfois marché du travail ou en tout cas de la formation, que ce soit sur ces sujets-là ou sur d'autres, en tout cas sur le nouveau modèle de société qu'il nous faut inventer de manière impérative, hein. Voilà, maintenant, bah, nous, à Ecologica, on a trois diplômes qui sont complètement orientés sur la transformation de la société, même dans les spécialités en fait, qu'on va proposer, même quand il s'agit de former des métiers de direction, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, il s'agit véritablement à chaque fois de cette nouvelle façon de concevoir ce que c'est que la direction, de concevoir ce que c'est que le management, de concevoir ce que c'est que, euh, que la gestion de projet et donc tous ces nouveaux savoirs un petit peu authentiques qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qu'évoquait aussi Fabien, comment est-ce qu'on travaille en interne différemment. Et puis, au-delà de ça, des diplômes qui ont vraiment vocation à construire une base solide
sur des savoirs constitués, sur des enjeux scientifiques, sur des enjeux environnementaux, de justice sociale, des enjeux démocratiques, et qui assument l'idée qu'il y a un changement de modèle de société. Je pense que c'est vraiment ça le plus important parce que aujourd'hui, on n'a pas en fait de formation qui assume ça. Il n'y a pas de formation qui prennent le risque philosophique quelque part de dire, OK, la transition écologique, c'est ça. C'est vrai que c'est plus facile de dire on fait la transition écologique, mais sans définir ce que c'est en fait. Voilà, je dis souvent moi à mes étudiants, en donnant la définition du développement durable, je vous rappelle, répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord avec le fait de dire OK, moi je suis contre les générations futures. On est sur une définition qui est extrêmement consensuelle et finalement ne pas prendre le risque de donner une définition des enseignements qu'on propose, notamment sur les questions de transition, c'est finalement se donner les capacités de marchandiser l'enseignement en question et donc de se mettre à la page, mais sans forcément prendre position. Et je pense que c'est important, peut-être que Franck ira plus loin sur ce sujet-là tout à l'heure, mais de rappeler quand même il y a pas grand-chose à regretter. On va s'inscrire aussi dans les propos d'Olivier Hamon qu'on a invité il y a quelques jours à Ecologica. Il n'y a pas grand-chose à regretter sur ce modèle de société qu'on a aujourd'hui. Enfin, si on reprend un petit peu là où on en est aujourd'hui, le modèle de société de demain, si on se demande de se projeter dans le futur, d'ici 2030, on doit doubler le budget de l'armée, qui est déjà le troisième ou quatrième budget en France et mettre de l'intelligence artificielle et du numérique partout. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait pas particulièrement rêver comme projet de société. Donc voilà, Mais Ecologica, c'est finalement un ensemble d'organisations qui gravitent autour de cette école et qui ont créé cette école et qui va permettre de donner des repères philosophiques, des savoirs et des compétences concrètes, et puis surtout un réseau, puisque c'est pas une école qui sort de nulle part, mais bien une école qui est créée par et pour ces organisations. Je me permets de rebondir rapidement parce qu'on a plusieurs questions qui sont complètement légitimes sur ce genre d'école et du coup peut-être aussi avec les écoles et les formations que vous connaissez, autant Fabien que Gaëtan et autres. C'est ce genre d'école avec ce genre de propos, comment on justifie, entre guillemets, le fait que ce soit des écoles privées avec des entrées à 6 000 euros et le fait que, du coup, ça ne rende pas la formation accessible à tous et toutes. C'est une question qui est légitime, que je peux comprendre, que j'ai eue en ayant fait une formation privée. Donc voilà, après, je vous laisse donner des éléments de réponse. Il y a aussi beaucoup de choses pour les personnes qui se posent la question sur notre site internet, bien sûr, mais je vous laisserai y répondre parce qu'il y a des enjeux. Forcément, pour faire fonctionner ce genre de structure. Je Qu'est-ce jette que la tu- parole à un peu plus d'éléments de réponse sur pourquoi, en fait, et sur ces prix d'entrée d'une école Ouais, privée. qui Et doit voilà. répondre, c'est ça ma question. Ah bah, qui doit répondre? Je peux te lancer la balle, si tu veux, le bâton de parole. Ok. Et puis sinon, après, si vous avez d'autres témoignages ou autres, Fabien, je me dis s'il y a d'autres structures avec lesquelles vous travaillez, ou je ne sais pas si Gaëtan, tu as pu croiser aussi d'autres établissements de ce type-là. Euh, voilà, je vous laisse Hmm. répondre à ça. Bah, moi, mais si je peux répondre vaguement enfin, sur ça, en tout cas, je connais pas d'autres formations en fait où en tout cas, j'arrive pas à orienter des personnes avant que je connaisse Ecologica en me disant OK, cette formation elle est faite pour toi ou pas. Et je reviens aussi sur ce que j'ai dit au début, c'est que j'aurais aimé connaître ce genre de formation il y a une dizaine d'années. Après, il y a un autre truc aussi, c'est merde, je sais plus ce que je voulais dire. C'était Floyd, tu me dis si je me trompe, mais c'est pas reconnu par l'État, il me semble. C'est ça, Alors, hein. c'est plus compliqué que ça, mais je vais répondre après si Non, tu veux. mais en gros, mais en gros, mais en fait, quand on postule quelque part, en vrai, tout le monde s'en fout que ce soit reconnu par l'État ou pas, parce qu'en fait, vous allez avoir des connaissances et des compétences que personne d'autre va vous donner. Donc à partir de là, voilà. Ouais, pour effectivement pour enrichir et pour rebondir, d'abord sur cette question de reconnaissance, que j'ai vu que c'était une question aussi. En fait, il y a pas de l'école déjà, elle ne peut pas être reconnue par l'État, ça n'existe pas. C'est vraiment les diplômes qui sont importants. Donc nous, on est inscrit dans le répertoire ECTS, vous savez, avec les équivalences. Donc ça veut dire qu'après avoir fait un bac plus 3 Ecologica, vous pouvez aller faire un master ailleurs. Ça, c'est pas un souci. Donc ça veut dire qu'il y a la validation par le rectorat et l'Académie de Lyon. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous vous tournez vers le ministère d'Enseignement supérieur
Et dans ces cas-là, le ministère de l'enseignement supérieur, il va regarder votre plaquette pédagogique. Soyons clairs, tout ce qu'on a raconté sur Ecologica et sur le fait d'assumer le fait qu'on veut changer de modèle de société et de mettre des cours différents et incarner un modèle économique et politique différent, ben, on n'a pas le droit. C'est simple, hein. L'État ne veut pas. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins, hein. Voilà, ils nous disent clairement, vous devez être une école de commerce, vous devez donner les mêmes cours que dans n'importe quelle école de commerce. Point final, c'est tout. Donc à partir du moment où on veut sortir de ce système-là, c'est nécessaire d'assumer le fait qu'on n'est pas reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant, pour aller dans le sens de Gaëtan, ouais, moi je le dis de manière très cash, hein, ça fait 10 ans que j'enseigne dans le sup, hein, et dans des grandes écoles, hein, à Sciences Po Lyon, etc., hein. Ça sert à rien, hein, vraiment, à part être sur Parcoursup. Nous, ça nous serait utile, hein, d'être sur Parcoursup, bien sûr, mais concrètement, ça ne sert à rien. Il y a un truc qui est utile, par contre, c'est plutôt se tourner vers le ministère du Travail. Donc, nous, là, on est en certification Calliope et on sera en NCP assez vite. Donc, c'est la certification par le ministère du Travail. Et c'est ça qui permet de faire de l'alternance, notamment. Donc, j'ai vu qu'il y avait la question sur l'alternance. Bah, en fait, c'est tout simplement parce que tant qu'on n'est pas RNCP, on ne peut pas faire d'alternance. Donc, c'est juste une question de temporalité. Voilà, ce sera possible dans quelques temps. Par ailleurs, le titre RNCP est rétroactif. Donc, tous ceux qui ont été diplômés avant le RNCP sont diplômés RNCP, bien heureusement. Voilà. Et eux, ils sont intéressants, le ministère du Travail, parce qu'ils s'intéressent aux débouchés professionnels. Donc là, pour le coup, on a plein de choses à leur donner, à leur dire, et ils sont très intéressés par une école comme Ecologica parce que bah, ils sont largués, hein, à ce stade, en fait, hein, sur les questions de transformation économique, hein. Il y a effectivement les rapports de l'ADEME, etc., mais ça reste assez flou dans la réalité à ce stade, puisqu'on est en pleine transformation, en pleine mutation, et forcément, c'est aussi là où on a l'opportunité d'avoir des formations différentes comme ça et qui sont en capacité de participer à la construction de ce nouveau modèle de société. Ouais, si je peux compléter, moi, sur ce qu'on voit sur la plateforme, effectivement, la majorité des formations qu'on a, qu'on peut référencer, c'est des formations privées. Et c'est pas une volonté de notre part de dire on favorise le privé par rapport au public, hein, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Vous imaginez bien qu'on n'est pas dans cette philosophie-là. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que les formations publiques qu'il y a vont être plus sur un point spécifique et pas sur une approche forcément systémique. Et je pense que c'est la raison que tu évoquais, Floyd, c'est que d'un point de vue État, il n'y a pas forcément une volonté d'être sur une transformation systémique, sinon radicale, de la société pour prendre en compte réellement ce que ça veut dire qu'un futur désirable qui prend en compte la transition écologique. Je pense que ça, on n'y est pas encore, et du coup, c'est certainement ce qui explique qu'on n'a pas forcément l'équivalent aujourd'hui dans le public. Ouais, complètement. Bah, moi, encore une fois, ça fait 10 ans que j'essaie de changer les choses dans le privé comme dans le public, hein, dans les différents endroits où je travaille, et je vous assure que tout le collectif d'enseignants d'Ecologica, ils viennent des mêmes logiques que moi, hein. Ils se sont fait les mêmes réflexions, on s'est rencontrés ces 15 dernières années au fur et à mesure du temps, et on a pu constater que ça ne fonctionnait pas, en fait, le changement. Pas pour les mêmes raisons dans le public et dans le privé, mais en tout cas, on n'arrivait pas à changer ou pas dans la bonne direction. Et puis, juste pour répondre sur la question du prix, et après je me tais. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut prétendre, j'ai vu qu'il y avait une question, vouloir changer les choses et faire payer 6 000 euros. Euh, Bah, d'abord, la première chose, c'est qu'on n'a pas le choix, je vais dire. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de fonctionner et dans l'enseignement supérieur privé, bah, il n'y a pas de financement. En fait, les seuls qui pourraient nous financer, c'est la région et je vous cache pas que les régions sont pas particulièrement sensibles au sujet de transformation systémique de la société sur la transition, certainement pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis la deuxième chose, puis de toute façon ça compléterait pas non plus, ça paierait pas tout, hein, faut pas rêver. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a mis en place des frais de scolarité liés aux revenus. Donc ça veut dire que on a quand même vraiment une question d'accessibilité. Et ça, c'est sans parler du fait qu'on a un conseil social, on est dans une gouvernance partagée et que du coup, on est vraiment sur un accompagnement individualisé où on essaie aussi de trouver des solutions adéquates à chaque parcours de vie. Et ça, pour être tout à fait honnête, moi, je ne l'ai jamais vu avant dans l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si Franck, tu voulais rajouter des détails sur cette question. Non, bah, j'aurais dit la même chose que Floyd, hein. Globalement, c'est vrai qu'on ne peut pas vouloir créer une école, ce qui est quand même pas rien, qui du coup propose d'apprendre finalement à penser un modèle de société différent et du coup à s'intégrer dans des structures économiques qui fonctionnent différemment et qui sont plus respectueuses finalement de la temporalité de la vie sur Terre, des ressources, du vivant, du coup de nous aussi, enfin des ressources de manière générale. Euh, Bah, c'est difficile de créer ça, de créer une structure qui ne peut pas être reconnue par l'État et ne pas avoir finalement à un moment un modèle économique
qui soit au moins à l'équilibre. Et donc, du coup, on est nécessairement sur un fonctionnement avec des frais de scolarité. Et c'est vrai que moi, enfin, Floyd l'a très bien redit hein, sur le fait qu'on a proposé des frais de scolarité réduits, du coup, sur critères sociaux, de manière à aussi adresser ce qu'on dit. On dit transition résiliente, désirable et solidaire. Et du coup, solidaire, c'est aussi de ne pas laisser de côté des personnes qui n'ont pas les moyens. Parce que c'est quand même pas rien, c'est sûr, les frais de scolarité qu'on met en place, même si ça fait pas partie des plus hauts du marché de l'enseignement supérieur, c'est pas négligeable. Donc c'est évident qu'on comprend aussi les attentes qu'il y a autour de l'alternance et c'est une question de temporalité où on ne peut pas le faire aujourd'hui. Euh, et du coup, voilà, on fait vraiment de notre mieux pour finalement tendre vers quelque chose de plus accessible. Et encore une fois, je rejoins aussi ce que Fabien disait, hein, on ne peut pas prôner absolument l'envie de privatisation d'enseignement, bien au contraire, mais enfin, moi, j'ai pas l'expérience que Floyd a, et principalement, je pense, sur l'envie de faire changer de l'intérieur des institutions d'enseignement supérieur, que ce soit dans le privé ou dans le public, et les difficultés que ça représente, parce qu'il y a forcément des inerties importantes, et puis des volontés, en fait, aussi, qui bougent pas forcément facilement. Mais bon, je pense que ça se retrouve à pas mal d'échelons, notamment politiques aujourd'hui. Je pense qu'on est raccord là-dessus. Voilà, pas plus à rajouter Merci, d'ailleurs. bah, merci beaucoup, ça complète bien, je pense. On a des questions qui sont plus précises sur la formation, et il y en avait d'autres avant ça qui étaient plus, je veux dire, générales, entre guillemets. Je ne sais pas si Gaëtan ou Fabien, vous en avez vu passer, auxquelles vous vouliez répondre et les attraper, parce que du coup, je vous propose qu'on passe à la dernière partie finalement de cet échange et qu'on puisse vous répondre directement. Euh, voilà. Donc, je vais rebalayer aussi un petit peu des choses. Quid pour Écologie 4 proposer aux écoles privées de modules à intégrer à leur formation. C'est vrai que c'est une modalité que je crois qu'on n'a pas encore évoquée. Attends, redis la Ouais, bah, question. J'ai pas compris, moi. Pardon. en Quid pour gros, Écologie 4 proposer aux écoles privées des modules à intégrer à leur formation. Ah, d'accord, très bien. bah, là-dessus, en fait, ça reviendrait à continuer ce que moi je faisais avant, c'est-à-dire d'intervenir dans différentes écoles pour essayer d'amener une forme un petit peu plus de radicalité dans les contenus d'autres écoles. Euh, la réalité, c'est que c'est pas suffisant, en fait. Enfin, il y a une très forte dissonance. J'ai vu tout à l'heure que quelqu'un a évoqué qu'il y avait des formations d'alternance, donc gratuites. Oui, c'est vrai, mais allez demander à ceux qui font ces formations s'ils sont contents de la radicalité de la formation. Enfin, je veux dire, vraiment, hein, c'est pas pour mettre la couverture de notre côté, mais il y a vraiment cette question-là qui se pose, c'est que c'est bien l'alternance, c'est sur plein d'aspects, mais il y a à la fois la capacité du coup à suivre un ensemble d'enseignements nécessaires dans un temps, laps de temps très court et dans un temps de cerveau disponible qui est quand même assez limité. Et puis il y a l'aspect aussi le fait que bah, en fait l'alternance nécessite d'avoir des titres RNCP. Et ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a une multiplication des écoles de commerce avec des tas de noms divers et variés, c'est qu'ils achètent les titres RNCP à d'autres écoles. Je sais que c'est complexe hein, sur ce sujet-là, mais il y a vraiment la question de comment marche le marché, hein, parce que c'est vraiment un marché hein, de l'enseignement supérieur privé et c'est pas très très propre. Hein. Et du coup, concrètement, bah voilà, moi, j'ai été enseignant à Sup Écolidaire pendant 6 7 ans. J'ai été enseignant, je suis toujours d'ailleurs enseignant à 3A depuis très très longtemps. Je suis intervenu à l'ESI aussi. Enfin voilà. Et je vous assure qu'il y a une vraie dissonance entre ce que moi je raconte en cours et ce qu'on raconte à côté en cours de marketing, quoi. Le cours de marketing, il n'a pas changé, hein, c'est toujours le même. Hein, et il va pas changer parce que s'ils veulent avoir le label, s'ils veulent et vu que ça appartient à des grands groupes, hein, vous savez qu'un groupe comme Compétences et Développement, qui dispose de certaines écoles aussi un peu partout, notamment beaucoup d'écoles de commerce comme l'IDRAC, c'est des groupes qui derrière ont aussi un prisme idéologique important en fait. Et voilà, il y a 3 4 gros groupes qui disposent de beaucoup d'écoles privées en France. Oui, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai vu une question de Maëlys qui, j'essaye de la retrouver parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient interagi. Est-ce que c'est intéressant et utile de faire un métier de recherche, par exemple biologiste, etc., quand déjà beaucoup de scientifiques nous donnent des réponses que les politiques ne veulent pas entendre? Est-ce que les métiers de la communication ne seraient pas plus utiles enfin plus, pardon, utiles pour espérer changer le futur? Et du coup, peut-être que Gaëtan ou Fabien, vous avez un Alors, point ouais, là-dessus. ouais, j'ai vu la question de Malice et apparemment, on n'est pas assez de communicants ni de personnes qui tentent de vulgariser, puisqu'apparemment, même faire des formations pour les politiques, ça ne sert pas à grand-chose pour le moment. Donc,
plus il y aura des gens pour former les politiques, les décisionnaires dans un sens général, mieux ce sera, évidemment. Après, si tu veux faire biologiste parce que tu aimes ça, il faut faire ça aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un taf encore phénoménal en fait à faire, que ce soit pour former, pour faire, je sais pas, pour faire en faisant des fresques ou en créant aussi un métier. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse demande, en tout cas, il y a un manque de connaissances de la part des décideurs qui est juste hallucinant parce que les réponses qui sont apportées aujourd'hui, elles ne sont pas du tout à la hauteur de l'urgence climatique actuelle. Et je pense que ça va encore continuer un petit paquet d'années là. Donc, autant prendre le taureau par les cornes et tenter d'aller vers ce genre de formation et de taf pour faire évoluer les choses dans le bon sens, quoi. Ouais, mais je pense qu'effectivement, faut qu'on fasse gaffe aussi à pas opposer Mm. les métiers, parce que c'est sûr qu'il y a, tu le disais vachement bien, Gaëtan, énormément de besoin de plus de communication, de formation, de sensibilisation, Mm. ça c'est sûr. Et des chercheurs, bah, il y en a vachement besoin aussi. Si, Ouais, c'est clair. En si on fait, prend, si on prend, mais ouais. c'est complément. Il faut que c'est complémentaire. Mm. Il n'y a pas, il n'y a pas une hiérarchisation en fait des métiers dans la transition écologique. Ouais. Il faut tous en fait, je reprends cette image de triangle de l'inaction entre les politiques, le peuple et les entreprises. En fait, il faut balayer cette idée-là au lieu de jeter la patate chaude et plutôt aller vers un cercle de l'action plutôt que le triangle de l'inaction. Ouais. Et ça, ça, c'est possible seulement si tout le monde est un peu ouvert sur le sujet et a des connaissances, ou en tout cas un minimum pour pouvoir avancer ensemble, quoi. Et sans être dans les petits gestes, parce que souvent on oppose à ce sujet de triangle de l'inaction, de dire oui, mais en fait, ça va être les petits gestes du quotidien à échelle individuelle, c'est pas ce dont on parle. C'est de se Du dire, tout. typiquement l'emploi, bah, en fait, c'est 70 000 heures dans une vie, et c'est se dire, bah, ces 70 000 heures-là, effectivement, modulo les offres d'emploi en face, mais il y en a, hein, pour bosser sur une plateforme d'emploi, on en voit beaucoup passer. Euh, Bah, ces 70 000 heures, si je les mets au service d'une cause à laquelle je crois et que je veux défendre, bah, en fait, vous avez un pouvoir énorme. Là, on parle alors peut-être que c'est pas le pouvoir de un homme politique qui va présider aux destinées de 60 millions de personnes, si tant est qu'il préside à nos destinées, mais on a tous un pouvoir énorme sans hiérarchiser, et je crois que c'est ça un peu aussi le sens du triangle de l'inaction, c'est arrêtons de hiérarchiser et disons-nous, bah, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, et l'emploi est enfin, le travail est un super levier pour ça, d'action. Et effectivement, et après, sur les emplois, quand on creuse, bah, communication, recherche, formation, marketing, finance, tout ça, il y en a besoin. Et si demain, un dirigeant d'entreprise, il voit passer son directeur financier, son directeur marketing, l'ensemble de ses équipes terrain qui commencent à lui dire, bah, en fait, moi, je vais leur dire mon métier, il n'aura pas le choix, le mec. Donc on peut aussi faire bouger les choses comme ça, et à défaut d'y croire, au moins se dire que c'est positif même pour soi. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, c'est quand même vachement plus captivant et agréable de bosser pour une cause à laquelle on croit, quoi. Du coup, je rebondis rapidement parce que, il y a Benjamin qui nous demande de quelle plateforme d'emploi tu parles, Ouais. Fabien. C'est vrai que pour resituer, pour les personnes qui nous ont rejoints peut-être en cours de route, je te laisse présenter Jobs. Ouais, donc Jobs That Make Sense, donc c'est jobs.makesense.org. Je pourrais mettre dans les questions-réponses si vous voulez le lien. C'est une plateforme d'emploi à impact positif. Donc nous, on référence un peu plus de 7500 structures. Ça va être des associations, des entreprises qui se sont créées pour répondre à un problème, donc vraiment des entreprises de la transition écologique et solidaire, ou des entreprises qui se transforment. On a à peu près 3000 offres d'emploi par mois. Et là, c'est extrêmement varié. Il y a vraiment de tous les profils, tous les niveaux, toutes les formations. Et on référence aussi des formations, justement, pour soit se lancer dans des formations complètes comme Ecologica qu'on référence, ou alors des compléments de formation pour verdir ce que je disais tout à l'heure sur le verdissement des métiers,
voire même pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, on a aussi des bilans de compétences qu'on référence sur la plateforme. Vraiment, c'est nous, la manière dont on voit la plateforme, c'est d'aider toutes les personnes qui veulent se reconvertir ou s'orienter vers des métiers de la transition écologique et solidaire. On propose tout un tas de solutions. Super. Bah, Je merci vais, je beaucoup. vais mettre le lien sur Oui, parfait. De la toute façon, navigation. pour toutes les personnes qui sont encore là, à la suite de ce webinaire, je vous renverrai un mail. Comme ça, vous aurez les informations des différents intervenants qui sont intervenus pardon, ici et ce soir. Et vous pourrez voilà, prendre plus d'informations. Si vous avez des questions aussi plus précises sur Ecologica, il ne faudra pas hésiter. Je vous propose qu'on prenne peut-être une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient retenu votre attention, Franck, Floyd, Fabien, Gaëtan. En particulier, moi j'en avais vu une ou deux qui avaient eu plusieurs voilà, réactions. Vas-y Franck, je te laisse. Non, mais dans les dernières que j'ai vues passer, il y avait une personne qui disait qu'elle avait du mal à comprendre ce qui était proposé concrètement dans la formation d'Ecologica, et du coup notamment un peu parler des débouchés. Euh, Concrètement, donc il y a 3 diplômes qui sont possibles avec Ecologica. Il y a un bachelor bac+3 en 3 ans, un master du coup simple en 2 ans, bac+5, et ensuite il y a un master sup qui est du coup un master en un an, qui peut lui être fait par des profils qui soit ont terminé du coup 5 ans d'études, alors il faut minimum niveau bac+4, soit des personnes qui ont peut-être après leur bac+5 eu quelques années d'expérience professionnelle et qui souhaitent du coup se reformer à ces enjeux. Et du coup, ensuite, je laisserai Floyd aussi rebondir pour compléter, mais du coup, on a 3 spécialités. On a plaidoyer, participation citoyenne, qui du coup va vraiment s'inscrire dans finalement le travail au sein des associations qui vont œuvrer au changement culturel, au changement de vision finalement, et du coup à la sensibilisation des acteurs, des actrices qui sont répartis dans tous les pans de la société. Donc, on va avoir finalement des chargés d'animation à la transition écologique ou à toute autre thématique liée aux enjeux de transition écologique et solidaire. Ensuite, on a toute la partie politique publique et collectivité territoriale, où là, on va plutôt former des personnes à finalement insuffler les enjeux, ou en tout cas comment adresser efficacement les enjeux écologiques et sociaux au sein des collectivités, soit en étant directement dans une posture proactive de chargé de projet, soit en étant aussi, parce que c'est un besoin qui est vraiment identifié, en étant conseiller d'élus, parce qu'il y a des élus qui aujourd'hui, tout à l'heure qui a été, je crois, en parler, de former les élus. Bon, si on fait quelques jours par-ci par-là, c'est une chose, mais après, s'il y a vraiment une capacité de conseil au long cours, et c'est ce qui est recherché, parce que les enjeux sont là, et il faut les adresser notamment au niveau des territoires, du coup, c'est forcément beaucoup plus efficace et pertinent. Et enfin, on a toute la partie entrepreneuriat et développement des organisations de l'ESS. Donc, pour commencer par le premier point, c'est développement des organisations de l'ESS, ça va plus être des fonctions finalement dans des organisations de type vraiment stratégique, en tout cas de gestion de projet, de communication, de logistique, de stratégie de développement et d'essaimage à l'échelle nationale, par exemple. Et on a un point qui est très important, et Floyd, je pense, a une meilleure expérience que moi là-dessus avec ses casquettes d'élu sur la partie entrepreneuriale. Parce que du coup, même s'il y a des solutions qui existent, et du coup, Jobs en est notamment comment dire, des témoins, mais il y a quand même sur certains territoires, notamment, eh ben, des besoins en fait qui se font sentir sur des thématiques données, de personnes qui soient capables, qui soient en capacité de porter, finalement, d'être porteurs, porteuses de projets et de développer des activités, on va dire, complémentaires dans le maillage économique du territoire. Voilà, c'est un peu rapide. Il y a aussi un replay de notre webinaire qu'on a fait il y a quelques mois qui du coup va un peu plus dans le détail là-dessus. Et aussi on est disponible évidemment pour répondre aux questions. Je ne sais pas si Fallait sur la partie entrepreneuriale, tu voulais peut-être un peu en parler rapidement. Oui, bah après, sans rentrer dans les détails, j'aime bien rappeler que 80% des solutions qu'il nous faut porter sur les territoires n'existent pas encore. Donc, on a besoin d'entrepreneurs qui vont les porter. Et il y a beaucoup de financements qui sont dédiés à ces projets-là, en tout cas sur les territoires qui jouent le jeu, on va dire, mais il n'y a pas forcément de porteurs en face.
Donc on a une vraie difficulté et ça s'explique soit par le risque important qui peut exister, soit par le manque de compétences ou d'attrait en fait pour un certain nombre de projets qui sont nécessaires. Euh, Après, peut-être pour rapidement répondre à deux, trois dernières questions, je sais pas, très très vite, Aline, si je peux, ou Vas-y. je pense qu'ils vont plus Ouais, vite. ouais. Euh, j'ai vu pas mal passer de questions sur comment faire pour changer les choses dans les entreprises. J'ai pas forcément envie de reprendre une formation ou comment être équipé des connaissances nécessaires pour proposer des solutions concrètes, pour leur dire nos métiers, convaincre plus facilement les entreprises, etc. Euh, bon, je pense que l'engagement associatif, il est essentiel. Je pense que pouvoir s'appuyer sur un réseau territorial, en fait, sur votre territoire, du coup, c'est essentiel aussi pour se faire accompagner. Je pense qu'un dispositif d'accompagnement au changement, et d'ailleurs, il y a beaucoup, nous, de nos débouchés professionnels aussi, hein, si on veut un peu plus rentrer dans les détails, qui sont sur l'accompagnement au changement des organisations plus traditionnelles et notamment des pouvoirs publics, changement de pratique, changement de paradigme. Et ben, tout ça, c'est nécessaire, hein. C'est-à-dire qu'on ne le fera pas tout seul. Voilà. Ce qu'on va voir le plus souvent dans des organismes de formation dédiés à la reconversion de la transition, comme l'Institut de transition à Lyon, ce sont des personnes qui en ont marre d'essayer de changer les choses en interne et qui, en fait, au bout de plusieurs années, se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire bouger les choses. Bien sûr, hein, qu'on peut faire bouger un petit peu des choses à la marge, mais en fait, le problème, c'est que tant qu'on change pas l'objet productif de l'entreprise qui pose problème, bah, on va pas arriver à aller bien loin et généralement, ça crée beaucoup de frustration. Voilà, je veux pas être défaitiste en disant ça, hein, mais c'est juste que on peut faire les choses mieux, mais ça manquera forcément à un moment ou à un autre de radicalité, sauf si on a un énorme coup de bol concernant notre dirigeant qui a une énorme prise de conscience, mais j'ai pas du tout d'exemple en la matière, malgré l'expérience qu'on peut avoir localement et nationalement. Et puis peut-être juste, qu'est-ce qu'on pense des formations master spécialisées RSE, HEC, la Sorbonne, etc. Bah, déjà, on l'a pas dit, hein, mais il y a quand même le but de tout ça, c'était pas de dire il y a que Ecologica qui est bien, etc. Il y a des masters universitaires qui sont très chouettes, moi je trouve, sur l'aspect changement de paradigme, voilà, des masters universitaires, notamment design en anthropocène par exemple, ou un master de Sciences Po Grenoble sur la transition. Voilà, il y en a qui sont quand même assez sympas. D'autres masters qui incarnent aussi ce changement-là. Alors celui de la Sorbonne, je le connais pas spécifiquement, mais je sais que celui de Lyon 2, le master ESS, qui est assez historique, il est quand même hyper chouette dans l'idée, mais le problème, c'est un manque de moyens considérable au niveau des universités qui fait que c'est plus du tout à la hauteur. Enfin, je pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les étudiants qu'on voit et qui sont très frustrés en fait de ce type de formation. Et franchement, nous on le déplore, hein, qu'il y ait une vraie difficulté du public à suivre finalement cette dynamique-là. Et puis après, bah, je vous avoue que si vous me questionnez sur HEC, tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui citait Bachelor Act de l'ESSEC, etc. Je vous cache pas que je suis extrêmement sceptique, mais voilà, philosophiquement et en termes de paradigme, voilà, on a discuté justement sur le salon d'étudiants de la transition écologique à Paris en décembre avec des étudiants du Bachelor Act. Et ils ont clairement admis qu'on n'était pas du tout dans le même type de radicalité entre les deux écoles. Donc voilà, ça reste encore des écoles qui sont possédées par des grands groupes et qui vont pas prendre des risques. Enfin, c'est la même raison pour laquelle euh, le groupe Canal+ va pas commencer à parler de décroissance, quoi. C'est à peu près la même idée, hein, finalement. Super, merci. Est-ce que Gaëtan ou Fabien avaient des questions auxquelles vous vouliez reprendre ou autre? Sinon, Non, j'ai pas vu de. Pour continuer la pensée de Floyd, souvent justement quand ça avance pas ou quand on voit des formations ou des entreprises qui veulent changer les choses de l'intérieur sans forcément prendre les bonnes décisions, je sais plus de qui c'est, mais j'aime beaucoup ce truc, c'est on peut pas changer de système ni régler les problèmes du système actuel avec le système d'avant. Et c'est même pas utopique, c'est juste pas réaliste. Donc, non, si j'avais un petit truc pour finir, en fait, le truc là, c'est soyez acteur, en fait, avec ce qui est proposé, avec les solutions qui soient possibles, hein. C'est c'est nécessaire, que ce soit personnellement ou que ce soit sur un point de vue personnel ou pour un changement de société, parce que c'est on a juste besoin, quoi.
C'est un chouette mot de la fin. Franck, vas-y. Je pense que j'ai ta référence, Gaëtan. Je pense que c'est Einstein qui disait on ne peut pas Ah, résoudre merde, putain, j'ai les j'ai même pas sorti problèmes. Einstein, quoi. Comment il s'appelait Et en déjà ce plus, mec? Je suis naze, Einstein, mais je suis nul. il a fait la relativité quoi déjà? Et du coup, qui disait on ne peut pas résoudre les problèmes en utilisant le même mode de pensée que celui qui Ok, l'a engendré. c'est lui. Effectivement, bah, Olivier Amand, du coup, qui est venu, nous l'a remis encore dans sa présentation sur la notion de robustesse et le halt au culte de la performance, sortons de la performance qui n'est plus adapté au système Terre, qui est Mm. plutôt incertain demain enfin, même qui commence à l'être forcément vu les perturbations qu'on a mises en place. Ouais, Et, euh, super. et moi, pour finir, je vois qu'il y avait Clara Jureur qui disait sur le chat, effectivement, demain, il y a le salon Talent for the Planet qui est au Parc Floral à Paris. Nous, on y sera et donc c'est aussi une façon de commencer à passer à l'action, de rencontrer des entreprises notamment qui recrutent. Alors après, comme dans tout salon, il peut y avoir à boire et à manger, donc attention, hein. Allez-y avec une loupe et un détecteur anti-greenwashing. Mais ça peut être intéressant aussi pour rencontrer, pour participer à des conférences. Et pour commencer à se mettre en action, nous, ce qu'on dit souvent, et moi j'y crois pas mal, c'est un peu cette stratégie des petits pas, quoi, de se dire commencer très vite à essayer de planter des graines et se dire à quoi pourrait ressembler mon job à impact, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de tester. Ça peut être en faisant du bénévolat, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement hyper important. Euh, et donc voilà, donc ouais, vraiment mettez-vous en action rapidement. Lisez des livres, regardez des réels. On connaît quelqu'un qui en fait des pas mal. Renseignez-vous sur des formations stylées, et on en a une ici. Et candidatez aussi à des offres d'emploi et n'hésitez pas à venir sur la plateforme pour ça. Bref, vraiment se mettre en action le plus vite possible pour déjouer ce triangle de l'inaction dont on parlait tout à l'heure qui est mortel. Eh bien, je crois que je n'aurais pas pu faire meilleure conclusion. Donc, je voulais vous remercier déjà tous les quatre d'être intervenus, d'avoir livré vos témoignages, à toutes les personnes aussi qui ont participé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Ça provoque plein de réactions et c'est chouette qu'il puisse y avoir des moments d'échange comme ça. N'hésitez pas du coup à vous diriger vers Jobs That Make Sense, à aller vous renseigner ou sensibiliser auprès du contenu de Gaëtan, à nous poser des questions aussi, à venir sur nos réseaux sociaux par mail, ce que vous voulez. C'est toujours intéressant et utile, je pense, d'avoir ce genre d'échange. Je vais finir par zozoter. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée en espérant que la forme sera présente demain aussi et pour la fin de la semaine. Super, merci beaucoup Aline. Merci Merci. Salut. beaucoup. Merci. Au revoir à tous et à toutes. Très bonne soirée. Ouais. Au revoir, merci à tout le monde.